When no one ain't around, I feel it fade. I just fade I away. feel it. Fade away. I Fade feel away, it. yeah, yeah, yeah. I think too I much. feel it. Your love is fade. I feel it fade. Comment ça va, Bouchra? Mais très bien, on est ravis de vous accueillir. On peut se tutoyer? Allez. Il y a maintenant 10 mois, Oui. quand tu es arrivé à la tête de Lanvin après Albert Elbaz. C'est Albert Elbaz, le directeur artistique de Lanvin, qui a annoncé son départ après 14 ans passés dans la maison de haute couture. Je te connaissais pas, donc du coup j'ai cherché un peu et j'ai trouvé le parcours incroyable. Et je me suis dit que j'adorerais te rencontrer un jour, parce que ce parcours il a jamais été raconté. On a toujours le fantasme de se dire une grande maison de couture, c'est le bordel, des petites mains partout, le bruit, la fureur, des gens qui vont dans tous les sens. Surtout que là on n'est pas loin des défilés. Ouais. Et c'est quand même très très zen ici. Comment ça se fait? Je déteste le stress. Je déteste les nuisances. Donc pour les contrer, en fait, c'est juste l'exercice de savoir se mettre dans un silence et puis réfléchir avec son équipe à ce que l'on va faire cette saison. C'est quoi le stress et les nuisances dans la mode? C'est, vous savez, cette espèce de chose qui monte, qui met tout le monde à mal et où tout le monde est essoufflé, où on peut être aussi un créateur d'une nature très très anxieuse. Je règle beaucoup de choses avec moi-même avant de les partager avec mon équipe. Aussi parce que j'ai un peu 20-25 ans de métier derrière moi et ayant fait en fait tous les métiers de studio, en commençant par stagiaire comme tout le monde et dans tous nos métiers, j'ai gravi très vite les échelons. Avant d'arriver chez Lanvin, j'ai monté ma maison de couture en me jurant une chose, c'est qu'on peut faire les choses sous une autre forme. Comment est-ce qu'on arrive chez Lanvin? Parce qu'on est chassé. Il y a des gens qui viennent en disant Oui. Albert Elbaz va s'en aller, on cherche quelqu'un là. En fait, je crois que Avec les une choses... flèche. C'est drôle. Je suis restée dans l'ombre pendant des années et j'ai accompagné de super grands créateurs, des garçons merveilleux. Il y a eu qui? Christian Lacroix, Jean-Paul Gaultier, mais au niveau licence bijoux, et puis Nicolas Jasquer chez Balenciaga, ce qui a été l'une des premières histoires de relance de maison, qu'on a redressée par la force du temps et la force du travail, quoi. Et donc Lanvin, quand on a un coup de fil, qu'on est chassé et qu'on apprend qu'on va s'occuper d'une des plus grandes maisons du monde, qu'on est une femme et que c'est un milieu où il y a très peu de femmes, Ouais, c'est vrai. et que Lanvin revient à nouveau à une femme alors que ça a été créé par une femme, par Jeanne Lanvin. Ouais. Comment est-ce qu'on a cette nouvelle? On se dit, oh là là, les étoiles s'alignent, c'est dingue, j'ai jamais pensé à ça, en fait. Ça se refuse pas. J'ai toujours... c'est pas que ça se refuse pas, on est quand même dans l'interrogation. En même temps, j'ai jamais œuvré par stratégie à aller quelque part. J'ai toujours œuvré dans le sens où j'ai toujours appris de mon travail et j'ai toujours grandi. Et donc, à un moment, on s'expose sans le vouloir, parce qu'on expose son travail. Un jour, le téléphone sonne et puis... on vous demande de venir en rendez-vous, comme vous connaissez un peu les personnes, elles sont très sérieuses, on s'y rend, puis on nous dit voilà, on s'occupe de la maison Lanvin et on vous propose, il s'intéresse à vous. Il y a beaucoup d'étapes d'entretien ou c'est tout de suite on a rendez-vous avec la grande patronne? On a eu tout de suite rendez-vous avec la directrice générale, en fait, Ouais. après avoir échangé longuement avec l'intermédiaire qui me suit depuis des années, qui sait la fille que je suis, comment je travaille et ce que j'ai apporté dans l'histoire de la mode, ça c'est sûr. Donc oui, tout de suite, je me retrouve face à la directrice générale et puis on se met tout de suite à échanger. Je suis un petit peu inquiète parce que la maison est un petit peu... Vous voyez, il y a eu le départ d'Albert qui a quand même redonné vie et âme à cette maison pendant 14 ans. Je pose surtout des questions extrêmement techniques, etc. Et puis, je crois que l'alchimie se fait. Je rencontre la propriétaire. Et puis, c'était le deuxième rendez-vous. Et puis, avant de partir, elle me dit, on signe tout de suite. Ça s'est fait comme ça? Je l'ai regardée, j'ai dit, mais il faut peut-être qu'on discute un peu. Oui, ça s'est fait comme ça. Mais ma vie, elle est comme ça. On s'est ressentis. Et voilà, et j'ai commencé. J'ai donc fermé ma maison pour être entière à la maison Lanvin parce que justement... Pas de stress, avoir une vie quand même qui nous permet d'être dans un état d'esprit équilibré et une harmonie. Et puis on arrive et on plonge. Quand on ferme sa propre maison pour se mettre au service d'une maison historique, il y a un pincement au cœur ou on est... C'est un acte fort, c'est un vrai choix. Et c'est ce que j'ai dit tout de suite à la propriétaire de la maison, c'est je m'engage pour Lanvin, mais à 100%.
Parce qu'une relance va demander du temps, une relance va demander aussi à ce que j'arrive dans un espace organisé. Voilà. Quand on parle de relance, on parle à la fois de création et d'économie. J'imagine qu'il faut avoir deux cerveaux pour articuler les deux. Ça doit pas être compliqué de se dire je dessine une robe pour qu'elle remonte une boîte. On travaille tous de façon différente. Moi, mon cerveau est divisé en deux dans le sens où je suis technique et créative, extrêmement créative. Et j'ai besoin que l'organisation soit super stable pour pouvoir apporter ma créativité. Une relance se fait, bien sûr, par l'arrivée d'un créateur qu'une maison doit porter, qu'une maison doit faire fédérer, mais aussi par une stratégie business extrêmement solide, quoi. Donc aujourd'hui, on veut nous faire croire que c'est l'ère du temps et que les créateurs sont aussi des gens du business, mais Christian Dior l'était, Saint Laurent l'était, c'est des gens qui avaient hyper conscience des ventes et de l'aspect industriel. En fait. Tout à fait, mais pour cela, c'est une chaîne et c'est pour ça que tout le monde est important dans une maison de mode. Chacun a sa place et doit être bien à sa place et doit être conforté aussi dans sa place. C'est ce que j'appelle la stabilité d'un dirigeant d'entreprise. Là où je sers la maison aussi entièrement, c'est par l'aspect technique, c'est-à-dire que je suis extrêmement produit. C'est-à-dire que je ne crée pas du rêve pour du rêve. C'est très joli. Pour moi, ce serait facile, mais ça m'ennuie en fait, de créer de la paillette pour de la paillette. Moi, mon travail est de... créer de la paillette qu'on puisse porter. Bah, c'est ça, c'est de penser le vêtement. Voilà, parce qu'on les porte après. Il faut qu'on ait l'aisance, il faut qu'on ait la proportion juste. Et c'est vrai que je dis parce tout que le temps... souvent, quand on regarde les défilés de Fashion Week, on voit des choses incroyables, des matières et tout, mais quand on les met, on est habillé en samosa, quoi. J'adore. On ressemble vraiment ou un sandwich d'air d'autoroute, quoi. C'est un triangle. Je ne sais pas à qui vous faites allusion, mais je le défendrai quand même. Parce que il y a des choses parfois, vous savez, dans la mode, des choses d'image et des choses de réel. Ben, moi, je fais que du réel, en fait. Il y a de plus en plus de pop stars, ça va de Kanye West à Rihanna ou à Travis Scott ou à A$AP Rocky qu'on voit dans les défilés. Et j'ai l'impression qu'ils ramènent des nouveaux consommateurs. Avant, le patron de Dior n'aurait jamais fait une photo avec le rappeur Future. C'est en train de changer quand même. On vit aujourd'hui une espèce pas de transformation, parce que il y en a qui priorisent cette voie-là du people, mais c'est comme un truc en fait qui se nourrit de soi-même et qui grossit. Mais c'est au-delà du people, c'est-à-dire qu'avant, le people qui mettait de la haute couture était blanc. Mais oui, parce qu'on s'intéresse à tout le monde, parce que vous parlez de Rihanna, mais regardez le nombre de disques qu'elle vend. N'importe qui de notre société peut acquérir le rouge à lèvres qu'elle met et peut porter aussi les lunettes qui sont beaucoup moins chères qu'une robe, etc. Mais une robe va servir en fait tout un business de premier prix à se vendre. Et il y a aussi le fait, c'est que la mode passionne le peuple. Quand on voit aujourd'hui Kanye West, c'est un vrai passionné de mode. Let me go to Paris and get my ass kicked for 15 years. And learn how to make clothes for real. Il étudie vraiment la mode. À fond. Il rigole pas en fait. Il rigole pas, et en plus j'ai appris parce qu'on utilisait à l'époque de ma maison un même artisan qu'on partageait. Il est très soucieux de ses essayages, de la qualité de ses matières, etc., etc. C'est vrai. La mode appartient à tout le monde en fait, si l'on veut. Quand on apprend qu'on est le nouveau visage de l'an 20, c'est une nouvelle qui fait le tour du monde. Ouais, c'est vrai. J'ai une question, mais très très bête. Ouais, c'est vrai. Qu'est-ce qu'on reçoit comme SMS? Qu'est-ce qu'on reçoit comme mail? Qu'est-ce qu'on reçoit comme... Je vais vous dire une chose, je passais en fait du Nokia parce que j'ai été réticente à l'iPhone pendant des années, en fait, hyper attardée, mais je le voulais. Et en fait, j'ai pas réalisé, mais j'ai changé de récepteur la veille, hein, si bien qu'il y a plein de messages que je n'ai pas eu et d'autres que j'ai eu plein, c'était assez drôle. Bon, en fait, on est content et on a envie surtout de partager avec tout le monde. On lit ce qu'il y a écrit sur soi, dans toutes les langues, parce que la nouvelle a fait le tour du monde. Ouais, je l'ai vécu hyper calmement, avec beaucoup de distance en fait, parce que je m'étais tellement pas préoccupée de cela au moment de l'annonce, si ce n'est que maman soit heureuse, quoi, et que papa là-haut soit hyper heureux. Et pourquoi si peu de prise de parole? C'est pas qu'il y a peu de prise de parole de ma part, c'est juste que je parle quand il y a quelque chose à dire. Vous savez, il y a des prises de parole, dans ces cas-là, c'est toutes les 5 minutes, on gonfle tout le monde, c'est pas... Je suis très concentrée en fait à mon travail, mais très très présente et consciente aussi de la place que j'ai dans la mode. Mais je vis bien avec ça, donc j'ai pas... Est-ce qu'on peut aller faire un petit tour dans les, dans les autres coins? Bien sûr. C'est drôle parce que, en fait, ici, tous les couloirs sont tout blancs partout, et j'ai l'impression que c'est un bunker, comme si on était dans une industrie, au cœur d'une armée, quoi. C'est vrai?
Il y a un culte du secret ici. Par exemple, si on filme la mauvaise photo, c'est de l'espionnage industriel. À fond. Parce qu'aujourd'hui, en plus, avec justement les iPhones et Internet, l'idée est très très vite dévoilée. Mais le propre d'une équipe, c'est de se faire confiance. Par exemple, ça, on n'a pas le droit de filmer. Ça, les patronages, je ne sais pas qui pourrait le lire comme ça. Moi, oui, je le lis. Je sais que c'est une robe et qu'elle est là. Je connais ses proportions, mais... C'est drôle ce mot proportion, parce que je reviens sur Kanye West. Il nous a dit que lui, c'était un des mots les plus importants qu'il avait appris dans la mode. Proportion is the luxury. Everything is inside of proportions. La proportion, c'est quoi? Oui, c'est la bonne mesure. C'est très mathématique, en fait, Mouloud. C'est-à-dire, comment optimiser la silhouette d'une femme au mieux et quelle que soit sa taille? Parce qu'on n'est pas toutes pareilles. Ça, c'est en ça que la mode n'a pas de genre, mais... C'est-à-dire qu'on soit fille ou garçon, on a le droit de créer, mais c'est que, en tout cas, nous, on ressent les choses, on sait comme on est bien. Donc la proportion, c'est la mesure la plus juste pour qu'on soit impeccable. Parce que moi, j'aurais la chance d'avoir des trucs à ma proportion. Ah mais oui. Il n'y a pas mes tailles dans les trucs. Mais oui, alors... C'est très dur. Mais oui, il y a des collections hommes qui se font. Il faut juste s'adresser à la bonne personne qui a cette ouverture d'esprit et qui ne... cloisonne pas à l'idée d'une silhouette idéale. Moi, si vous pensez que je pense aux filles de 17, 18, 19 ans comme on les prend en âge pour les défiler, je serais perdue, quoi. Non, ouais, c'est la vraie vie, c'est les vrais gens qui m'intéressent. Donc, il n'y a pas cette obsession du slim, du filiforme. Ben non, écoutez, c'est pas avantageux de porter que ça. Et même parfois, on est tout fin et on porte ça, on dirait un squelette. Ouais. Ben non. Parce que il y a quand même des créateurs qui ne font des trucs que pour les grums, que pour les gens maigres, quoi. Oui, mais après, vous savez, c'est une étude aussi de marché. Si vous ciblez ce type de clientèle, pourquoi pas? C'est ouvert. Ouais. Moi, ça m'intéresse pas, j'ouvre. Et là, on est où? Ah, alors on est dans la salle de partage. Ouais. Je l'ai appelée comme ça, en fait, en m'installant chez Lanvin il y a 10 mois. Et c'est l'espace où on fait toutes nos séances de travail en équipe. D'accord. Ou nos essayages. Et c'est hyper beau. Merci. Est-ce qu'on peut avoir la primeur de Bouchra qui nous raconte ce vêtement? Oui, Moi, bien ça sûr. me passionne. Vraiment. Bien sûr. Déjà, je vous présente l'équipe. Bonjour. Voilà, Laetitia, Bonjour, l'équipe. qui est Salut. notre directrice de collection. Enchanté. Très beau parcours. Salut. Très forte compétence. Bonjour. Bonjour. Karine, qui est la doyenne de la Bonjour. maison. Mélanie. Bonjour. Merveilleuse. Mélanie. Célia, Salut. qui est styliste Bonjour. flou. Sébastien, Salut. notre chef d'atelier. Bonjour. Véronica, notre mannequin cabine. Bonjour. Elish, Bonjour. Bonjour. merveilleuse Elish. On peut le pincer un tout petit peu dans le dos, comme si on le comme si on le replaçait un tout petit peu. On peut défaire l'ourlet aussi, Karine. Et c'est quoi l'inspiration pour ça? On était parti sur la thématique de la rayure, qui était très présente dans l'histoire de Jeanne Lanvin. Mon inspiration première est l'histoire de cette femme qui commence de rien, qui commence toute seule et qui occupe l'espace de l'histoire de la mode pendant 40 ans. Elle a démarré avec les chapeaux parce qu'on utilise très peu de fournitures et qu'on peut l'acheter. Et je ne connaissais pas tant son histoire avant, mais je m'y plonge comme je peux un peu chaque jour. Et on est complètement avec l'équipe, mais portée, quoi. C'est la fondatrice de la première maison de couture, française. Et qui est restée indépendante en plus. Et qui est restée indépendante. C'est une histoire assez incroyable. Moi, je crois beaucoup en la force de ce nom. Et je suis là pour le servir. Alors, on est tombé sur des pièces d'archives où, justement, comme elle a fait de l'homme avant la femme, elle a étudié la structure, la tenue, le côté d'équerre, c'est-à-dire les proportions les plus justes pour optimiser le garçon. Elle a fait des tenues de sport pour hommes. Moi, j'adore. Elle a pensé technique, aisance. Enfin, elle est cool, Jeanne. Hein. Elle se marie, elle a sa fille. Elle commence à faire une mode pour les enfants. Et sa fille grandit et elle commence à faire de la mode pour femmes. Mais c'est l'histoire d'une passion, quoi. Et d'amour. Mais c'est la même histoire Ça, pour c'est Bouchra. l'histoire. Parce C'est que l'histoire un peu de ma vie, mais sans enfant. Mais c'est vrai, on n'a pas encore raconté l'histoire de Bouchra, mais elle est assez dingue. Je sais pas. Mon histoire est vraiment simple. Elle est donnée à tout le monde. C'est vraiment l'histoire d'un parcours, d'être bon à l'école comme le demandait papa, mais sans rigidité. Et que c'est vrai que l'école nous apporte une excellence, de l'excellence. Et voilà. Et en l'occurrence, c'est l'école publique.
Oui, moi je voulais faire un CAP de couture, hein, tellement j'étais passionnée depuis petite, je couds. Je voulais faire ça et papa me dit ben non, peut-être pas. Et ton bac, parce qu'il adorait, il collectionnait en fait tous les brevets de tous ses enfants. J'ai eu mon bac et je me renseigne sur les écoles de mode et puis il y en a une qui est publique, c'est l'école du Perret, il y a la section stylisme et je fais tout pour passer mon concours et pour commencer l'école. C'était une obsession, il fallait que je passe par là. Après, je me suis ennuyée. Hein. Au bout de 3 ans, il fallait vite que je travaille. Et puis, j'ai enchaîné tous mes jobs. Et, C'était quoi le premier job? J'ai intégré une maison qui faisait de la très jolie lingerie et maillots de bain pendant... Je suis rentrée stagiaire 2 mois, puis on m'a engagée. Au bout d'1 an, je m'ennuyais. J'ai été chez Jean-Paul Gaultier pour faire les bijoux. Et à 25 ans, on vous propose la direction du studio Balenciaga. Pourquoi pas? Bah ouais, mais je rencontre le créateur et le truc se fait... Tout seul. Incroyable. Je suis revenue chez moi, j'étais tellement contente et en même temps, j'ai senti que ma vie commençait. Concrètement, j'aimerais bien comprendre ce qu'on est en train de faire. Eh bien, d'abord, l'histoire commence dans la pièce à côté. Ouais, qu'on n'a pas le droit de montrer. Et ça commence par un dessin. Les dessins, je l'explique à ma directrice de collection, Laetitia. Oui. C'est toujours derrière. Les dessins, Laetitia les explique et les remet à son chef d'atelier et au modéliste des ateliers. Et puis la réalisation commence. En fait, c'est très très concret. Ah, c'est très méthodique. Souvent, quand les gens de la mode racontent leur création, c'est arachnéen, j'ai voulu faire un oiseau qui va dans le Gange. Ouais. Et en fait, non, c'est hyper... Ah, moi, ça m'ennuie et j'ai pas besoin d'aller voyager pour... ça m'ennuie. J'aime bien être dans mon espace de travail, réfléchir et travailler. C'est du travail, en fait. C'est vraiment du travail. Et puis l'histoire commence comme ça en réalisation. En parallèle, vous avez la branche, donc le bureau avec la responsable des achats matières qui, elle, se met en route par rapport aux inspirations qu'on lui donne. Et l'équipe, en fait, se coordonne. C'est pour ça que la chaîne des métiers est très importante pour moi. Il faut qu'elle soit soudée. Que c'est du travail, parce que pendant qu'on parle, personne ne s'arrête de travailler. Ah ben voilà. Parce qu'en fait... On ne peut pas s'arrêter de travailler, jamais. Ils connaissent très très bien... ma façon de voir les choses et je me dis que là, on a réussi quelque chose au bout à peine de 10 mois où parfois on n'a même pas besoin de se parler. Ils savent comment j'aime, où sont mes proportions, comment j'aime les lignes des pantalons, des robes floues et légères, etc. Est-ce que finalement embarquer tout le monde dans sa passion, c'est la meilleure façon de ne pas compter les heures? Parce que j'ai l'impression qu'ici, personne compte ses heures. Non mais ici, surtout, tout le monde est d'une volonté incroyable qui m'attendrit beaucoup. Ça me touche vraiment beaucoup. Et c'est pour ça qu'il est important qu'on passe des journées de travail hyper bien. On bosse, mais il faut qu'on soit bien. On a des crises de rire. C'est très vivant, quoi. On n'a pas besoin de se la péter pour dire qu'on est dans la mode, hein, non? Non. Non, il faut arrêter ce bazar. On fait des nuits blanches ou pas? Alors, les veilles de défilé, ouais. Hélas. Hélas. Parce que là, je vois pas trop de cernes, donc les gens ont l'air... Non, mais on est lundi. Hein. Ouais, on est lundi, ouais. Quand t'es arrivé ici, tout de suite, tu t'es mis en position ninja et c'était une autre bouchera. Ah oui, non. Tiens. Tu veux que je... Non, c'est tellement... Parce qu'on lit tout de suite, on voit s'il faut raccrocher là, s'il faut courber là, s'il faut raccourcir. Il faut optimiser les silhouettes. Il faut qu'on apporte un supplément de choses, quoi. Un vêtement permet quand même, dans des mauvais jours, tout ça, de se redresser, je le dis tout de suite. Et souvent, on se redresse. Ça nous fait du bien, un vêtement. On peut avancer? On va les laisser travailler parce que j'ai l'impression de tellement déranger. Peut-être on fait juste marcher. Je vois un tout petit peu de recul. Ouais. Peut-être Laetitia, je me disais. Cool. L'œil au beurre noir. Voilà. On voit tout de suite s'il y a de l'allure, s'il y a quelque chose d'élégant, mais à la fois détendu. C'est que oui, c'est vrai, on peut faire une mode chic, mais juste composée de simples matières, d'être dans une épure complètement minimaliste de forme et avoir de la tenue. Ouais. C'est ça le rôle de la mode, en fait. Mais alors, je vous repose une question très très bête, mais on n'est pas tous aussi élégants et on ne se tient pas aussi droite. Oui, mais parce qu'il faut qu'on parte d'un point de départ. Ouais. Donc chaque créateur choisit son mannequin cabine déjà. Parce que déjà, rien que de voir arriver Véronica, on se sent bien. Et c'est sur elle qu'on va travailler. C'est très important. Mais ensuite, Véronica est une taille de base. Ensuite, il y a ce qu'on appelle la normalisation pour que ça aille en production, etc. Mais c'est quoi la normalisation? Ah, alors, c'est le passage du prototype de collection à la production. Donc, tous les modèles sont revus. Et
forcément expliqué par la direction de collection et réadapté un peu aux proportions. C'est-à-dire que pas tout le monde n'est Véronica, justement. On revoit les hauteurs de buste, parce qu'on n'est pas allongé comme une fille d'1,80 m. On raccourcit les manches, on met plus de confort parce qu'on a plus un petit peu de gras que de choses hyper slim. C'est pas vrai, on n'est pas slim. Mais personne n'est slim. Une fille qui va vers les 50 ans, elle est plus slim, même si elle est toute maigre, hein, c'est pas vrai. Et il y a un truc qui est quand même qu'on entend souvent entre Albert Elbaz et toi, c'est le jour et la nuit. C'est-à-dire qu'Albert faisait quand même vraiment des vêtements pour sortir. Le soir, vous voulez dire? Ouais. Et là, c'est des vêtements pour tous les jours. Disons que ça a été, c'est vrai, la signature de la maison et qui dure encore, hein, bien sûr. L'idée de la conserver, c'est ce que l'on fait. Mais c'est vrai que ma spécificité était aussi, et c'est pour ça qu'on est venu me chercher, pour apporter du jour. Voilà. Apporter des lignes de jour en maille, des silhouettes pantalons, de renchérir les robes et de tenir compte toujours du soir. Et c'est ce que l'on fait. Quand on voit des gens passer avec ces vêtements, c'est très, très agréable. C'est très agréable parce que toutes les histoires de mode se sont composées exactement de la même façon. Il y a une espèce de communauté de clientes qui se crée et qui s'élargit de saison en saison. Et est-ce que ça arrive de voir ces vêtements portés par des relous dans des clips ou dans des trucs comme ça? Genre, oh non, mais pourquoi il porte mon vêtement celui-là? Dans des clips? Ouais. Des clips vidéo? Ouais. Ah bah non, parce que les demandes passent par ici. Donc c'est contrôlé, c'est pas tout le monde qui peut en mettre, quoi. Ben non, puis on recherche... Moi, mon désir, en tout cas, pour l'an 20, et ça a toujours été dans mon histoire, c'est d'élargir, de ne pas avoir qu'un type de femme. Ça ne m'intéresse pas. Puis d'abord, elle est tellement irréelle que ça ne m'intéresse pas. Donc c'est d'ouvrir et d'être au courant et informé des demandes me permet aussi cet exercice de style. C'est-à-dire, non, si elle veut... c'est Naomi Harris qu'on a habillée là. Si elle veut cette silhouette-là, ça va pas lui aller. Et on explique en 2-3 mots avec Laetitia, qui communique au bureau de presse. On lui propose d'autres choses pour toujours optimiser, quoi. J'avais assisté à une séquence à la télévision que j'avais trouvée d'une condescendance et d'un mépris incroyable à l'égard de Kim Kardashian. Oui. Où il y avait le créateur de Balmain qui défendait Kim Kardashian. Olivier, ouais. Mais voilà, c'est une amie, c'est quelqu'un que j'aime énormément, c'est quelqu'un d'extrêmement chic. Elle incarne le chic pour vous, oui. Oui. Les gens disaient mais elle est pas chic, elle est pas classe, ouais. Alors qu'aujourd'hui c'est une nana qui a son importance, qui s'intéresse à la mode, ouais, tout à et fait. qui représente quelque chose. Oui, c'est vrai. Bah, moi, ce qui me plaît, et c'est vrai qu'avec Olivier, par exemple, on est aux antipodes du style, mais c'est quelqu'un dont j'ai un très très grand respect. Il l'est dans son histoire. Il a une communauté de gens qui viennent à lui, tels que Kim Kardashian, mais c'est super. C'est sûr qu'elle va moins me correspondre, mais je suis sûre qu'on prend un thé avec Kim, on va passer un bon moment. J'aime pas cette idée de mettre chacun dans des cases. C'est surtout, il s'agit d'hommes et de femmes passionnés, de ceux qui veulent prendre du bon temps, de ceux qui veulent se montrer, des intellos. Chacun doit vraiment mener sa voix et son style et en être fort. Ben, Hedi Slimane, il est arrivé, c'est comme ça. Hedi Slimane, il ne s'est pas montré avec Kardashian. Vous voyez? Et Bouchra se montre avec personne. Ben si, mais je ne vais pas m'exposer pour me surexposer. J'existe, je suis intègre. Ouais. On m'a pris pour cela, pour mon intégrité. J'ai l'impression que c'est très dur de trouver des bons vêtements quand on est un mec. C'est très très dur. C'est vrai? Ouais, quand on aime les vêtements. Ben non, je pense que chez Lanvin, Lucas fait un très très joli travail pour l'homme. Et ici, c'est le Cercle d'Or. Il y a quand même Véronique, une de mes meilleures amies, qui est la directrice artistique de la maison Hermès. Je peux vous dire que un bon pantalon, une bonne veste. Ah oui, mais les pantalons une bataille Hermès, entre Lucas oui. et Véronique, c'est bon. Je vais chez CTLM et puis après je file chez Hermès. Non, oubliez CTLM, c'est le bonhomme vert là. Ouais. Mais c'est pas possible cette pub. Mais qui a fait cette pub? Comment tu le trouves? Si ça lui plaît. Hein. Ça nous a fait 2 ans dans la mode à rire. Hein. Ah ouais? Ah ouais, la robe CTLM non, la silhouette CTLM non, le vert CTLM non. On se marre bien dans la mode. On est connecté à la vraie vie surtout. Bonne journée. Merci beaucoup. Ce qui me fascine, moi, c'est ces hommes et ces femmes qui travaillent et qui sont passionnés de par leur savoir-faire. Même les gens qui vont faire la vente, même les commerciaux sont des dingues de mode. Mais absolument, et ils doivent défendre la créativité, bien sûr. C'est le succès de plein de maisons. Quand on est une nana et qu'on prend 5 avions par semaine pour aller faire des boutiques en Europe et qu'on dort jamais, qu'on n'a pas de vie, ça veut dire qu'on aime quand même ce métier. Absolument. Qui voyage partout. Ben, chacun son métier. Et chacun doit défendre une maison, quelle que soit sa position. Parce qu'à chaque fois qu'on lit des papiers sur toi, il y a
Elle doit remonter l'an 20. Ce qui se passe, c'est que c'est vrai que quand on arrive, on hérite d'une maison qui est dans son état. Et l'idée, c'est de la reprendre par la créativité et aussi le bon business accompagné à côté. C'est deux choses qui doivent être ensemble. Donc on revient sur l'idée des deux cerveaux tout le temps. Comment on fait quand on rentre chez soi? Il est important de passer de bonnes journées, dans de bonnes conditions positives, agréables, avec son équipe, et de se dire j'ai bien fini ma journée et là je me détends, je déconnecte. Sinon on ne tient pas. Il y a aussi une tendance des grandes maisons, c'est d'intégrer le streetwear à la haute couture. Est-ce que c'est aussi une culture que tu veux intégrer? Ça viendra naturellement s'il le faut. Là, on a eu des demandes, par exemple, de faire un peu de doudoune, de choses comme ça, etc., parce que c'est dans l'air du temps. Non, moi, je suis ouverte à tout, dès lors où il y a la qualité, parce que si ça porte un certain prix, il faut qu'il y ait une qualité irréprochable. Ouais, c'est la matière. Parce que, oui, et la coupe, et le soin dans la réalisation, parce qu'aujourd'hui, on vit quelque chose de très intéressant dans la mode, c'est qu'il y a l'arrivée de la grande distribution et de ce qu'il y a au-dessus, c'est-à-dire Zara, H&M, et de ce qu'il y a encore un tout petit peu au-dessus et qui est un peu middle. Ils sont tellement forts, on est tout de suite dans une tendance à un prix... Alors, ce qui justifie, c'est quoi? C'est qu'on a une matière qui n'est pas la même? Non, on a déjà une signature au niveau de la silhouette. Pour moi, et ça a été la force de nos grands couturiers dans l'histoire de la mode, c'est qu'ils n'étaient pas dans l'idée d'une marque, mais ils étaient plus dans l'idée d'une signature. C'est des vrais auteurs. Saint-Laurent a apporté le tailleur pantalon. Coco Chanel aussi qui le portait. Elle a apporté sa petite robe 3 trous, etc. Chacun a apporté quelque chose sans crier le nom comme ça en haut et fort et en mettant une très grande personnalité dedans. Parce que là, ce qui revient à la mode, c'est les logos des années 90, les gros filas, les gros... un peu le duty free. Ouais. On n'est pas dans cette mode ici, on n'est pas du tout là-dedans. Non, je pense que l'an 20, de par son histoire, c'est pas ça. Mais en même temps, il faut vraiment être présent et il faut que la maison porte impérativement toute cette richesse, quoi. C'est la... Et est-ce que, par exemple, tu as déjà vu des clips de PNL? Je veux du N, je veux du V, je veux du G. Pour des sapés taraclis. Qu'est-ce que c'est, PNL? C'est un groupe de rap où ils sont toujours habillés en Gucci, en Vuitton. C'est des sapeurs. C'est pas des sapeurs, c'est des mecs de cité. Les gars des cités, c'est les nouveaux sapeurs. Mais moi, je trouve ça bien. Je trouve ça bien que les marques s'ouvrent. Absolument. Ouais. Aujourd'hui, vous avez vu combien ils vendent d'albums, ces garçons? Et comment ils sont influents? Mais c'est pas ma culture, mais je comprends. Que maintenant, les mecs de cité aillent direct sur les grandes maisons, sur la haute couture. Ils sont passés à autre chose. Ça commence, je veux dire, quand on prend certaines personnalités pour des marques ou de cosmétiques ou de accessoires, c'est qu'il y a une vraie cible. C'est que, je pense, la personne de la cité ne va pas pouvoir s'acheter le tailleur, mais va pouvoir acheter, je le disais tout à l'heure encore, le rouge à lèvres ou les lunettes, parce que le prix des lunettes est le même chez tout le monde. En gros, à 20 € près, c'est tout. C'est très intelligent aussi. On retourne dans le bureau de Bouchra. Oui. Tu veux qu'on se mette là? Ouais. On s'installe comme ça? Tu es la 6e d'une famille de 7 enfants, grandi dans le sud. Donc le papa faisait des maisons, c'est ça. Et à quel moment on se dit c'est possible? Le seul moteur est vraiment l'éducation qu'on a eue et l'amour que nous ont donné nos parents. Je crois que c'est ce qui nous prépare le mieux à la vie. Donc en ça, je suis très chanceuse en fait. Et qu'on a grandi aussi... pas du tout dans l'idée de nous on est comme ça, l'extérieur c'est comme ça, ceci, cela. On a grandi avec une chose, c'est on est en France, quoi. Vous êtes français, il n'y a pas de problème, mais il n'y a jamais eu de revendication ou l'idée de il faut être intégré ou pas intégré. Il n'y a jamais eu de communautarisme en fait autour de nous et quand on était petit. Ce dont je me souviens, c'est que papa, en fait, avait refusé d'installer sa famille après, quand il a été chercher maman et les aînés, de nous installer dans des bars. En fait, c'est marrant, il a été choisir une petite maison, petite villa sur les hauteurs de Cannes, au Canet-Rocheville, petite commune avec la mairie, l'église, et qu'en fait, c'est vrai, j'ai une vie très simple et très, très ensoleillée, quoi. Et que papa nous a toujours dit, soyez indépendante, faites de vous-même ce que vous avez envie de faire, soyez juste bon dans ce que vous faites, quoi. Les gens qui sont même issus d'immigration depuis 2-3 générations sont français, Ouais. Ils ne connaissent que la France, Ouais. et pourtant on est dans une époque où on leur fait sentir qu'ils ne sont pas français.
Ou ça a changé? Comment est-ce qu'on a basculé comme ça? Je ne sais pas, ça a été une espèce de précipitation où un nouveau vocabulaire est aussi arrivé dans notre société. On parle de diversité, on pose des mots pour justifier une position et un cadre. Or non, il faut ouvrir. Et la création, en tout cas, elle sert à ouvrir. Quand on est créateur, on n'a déjà pas d'identité. Moi, je dis toujours que quand je suis arrivée à Paris, j'ai décidé que c'était mon pays. Bon ben voilà, on a le choix quand on est grand, etc. Ce que j'ai envie de dire, en tout cas, à toute la jeunesse, qu'elle soit des banlieues et pas que, de partout et dans le monde, c'est juste vraiment, l'éducation nationale est une chose importante. Il faut être bon à l'école, quoi. Faut bosser. C'est votre responsabilité de petit, en fait. Juste de petit qui deviendra grand. Et pourquoi? Qui aura le choix de sa vie et le choix de faire ce qu'il a envie. Moi, j'ai des neveux, une petite bande de 20 ans et jusqu'à 30 ans, mais ils ont tous déjà une situation, quoi. Parce qu'on a grandi avec cette culture-là aussi et qu'on a su transmettre aussi simplement cela. Est-ce qu'on sent qu'on s'appelle Bouchra et que c'est différent en France et qu'on ne le sent pas dans le reste du monde? Je n'ai alors vraiment jamais, dans ma vie, jamais été confrontée à ces espèces de choses. Peut-être que j'ai jamais voulu les voir non plus. Donc on s'en fiche. Ouais, donc en fait, le conseil, c'est de tracer sa route et de de pas se poser des questions sur qui on est, d'où on vient, tout ça. Quand on a un socle solide et une très jolie éducation apportée par les parents, on se sent... Moi, je me sens bien. Enfin, je me suis jamais posé ces questions-là. Sauf que petite, on m'appelait la chinoise. Bon ben voilà, ça a été le seul petit truc raciste de quand j'étais petite. Parce que j'ai les yeux bridés et que je rentrais chez moi, je disais à maman, mais on m'appelait encore la chinoise. Et elle me disait, mais tu les écoutes pas. Puis maman, elle s'en foutait complètement. Donc, Peut-être que le problème aujourd'hui, c'est qu'on a tendance à trop écouter les racistes et pas avancer. Moi, je crois en deux choses. En la culture, dans son aspect universel, donc aux artistes, aux créateurs, mais pas forcément que des faiseurs, des créateurs d'idées. Et je crois en l'éducation nationale pour peu qu'elle soit bien tenue aussi. Ça aussi, c'est du boulot. Donc être français, c'est être cultivé finalement. Et être ouvert au monde. Être vraiment ouvert au monde. Moi, je sais que la création m'a fait voir une chose. Un, d'abord, elle est universelle. Et deux, on l'a fait pour la donner. Je ne sais pas, moi, si j'ai réussi. Mais en tout cas, je ne me suis jamais posé cette question-là. Il faut juste bosser, quoi. Il faut bosser, il faut rester centré aussi. C'est vrai qu'on est pollué par un tas de choses... d'infos, quoi. Je veux dire, Trump nous a bouleversés. Bon, ben, Trump est là. Bon, ben, ça suffit. Measures to keep radical Islamic terrorists out of the United States of America. Il faut vivre avec les choses, ne pas être forcément contre, parce que ça suffit. On est toujours contre quelque chose. C'est quand même d'une violence, même pour les gens tranquilles, apaisés comme nous. On est contre... Mais stop, en fait. Faut pas être contre les choses. Faut juste être, faire, donner, montrer, c'est tout. Il y a une expression dans la mode, on dit souvent machin is the new machin, Bouchra is the new Jeanne. Alors non, on rentre pas dans des cases. Si tu as envie de le dire avec bonheur, parce que c'est vraiment ce nom qui m'inspire et cette maison, on compte la porter avec bienveillance. Mais c'est quand même symbolique que la maison Lanvin fondée par Jeanne, maintenant, est tenue par Bouchra. C'est symbolique, c'est fort, il faut l'assumer. Ah mais ça, pour assumer, c'est tellement dedans que... C'est naturel, je me suis vraiment pas posé la question, si ce n'est un jour de lire la très belle proposition et de dire, j'y avais jamais pensé en fait. On pense toujours à côté en fait, c'est dingue. Mais ça c'est bien. On a une dernière question. C'est quoi ta définition d'une clique? Clique. Je crois que j'aime pas clique. Parce que je crois qu'il faut rester complètement libre. Je crois pas en des mouvements ou aux groupes. Donc la clique m'effraierait, je crois. Peut-être il y a un autre nom. Nous on est clique en tout cas. J'adore votre clique alors. Nous on a une clique ouverte. Ah, clique ouverte alors. Voilà. Alors je rentre. Clique droit. Merci beaucoup Bouchra. Merci.